Bonjour Nicolas, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à Fabrice, à Vincent, à Olivier et puis à Charles Maxence. J'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'ils font et beaucoup de reconnaissance en fait dans leur action d'information, de résistance. Voilà, je leur témoigne toute mon estime au passage. Je parle pour moi, je parle pas pour mon institution bien sûr, vous le savez, je le dis à chaque fois. J'ai pas de conflit d'intérêt dans l'histoire du Covid et je suis diplomate pour Réinfo Covid effectivement. Donc j'essaie d'entretenir une relation diplomatique avec le monde tel qu'il est pour essayer de proposer un monde tel qu'on pourrait le souhaiter. Finalement, ce que ça m'inspire quand j'entends tout le monde parler, là, je sens une sorte de boule d'angoisse monter dans ma gorge sur le niveau de déferlement totalitaire et l'incohérence complète de ce déferlement paranoïaque. Et finalement, c'est quelque chose qu'on connaît en psychiatrie, c'est-à-dire que quand la paranoïa s'installe, il y a ce qu'on appelle un rationalisme morbide, c'est-à-dire une fausse logique, une fausse rationalité qui s'installe, qui s'auto-justifie d'elle-même, passe son temps à nier le réel, à nier les contradictions autour, puisque de toute manière, le paranoïaque a raison. Et en fait, je crois que le pouvoir en est rendu là, et un certain nombre de nos concitoyens en sont rendus là aussi, parce qu'on les a rendus fous par cette stratégie du choc, cette stratégie du chaos, quoi, pour reprendre un peu Naomi Klein, qui a été mise en place, et comme vous l'avez souligné, ou comme Fabrice Divisio l'a souligné, est basée sur vous prendre de vitesse en permanence, c'est-à-dire cette notion de disruption. Vous n'avez pas le temps de vous poser, vous n'avez pas le temps de réfléchir, de toute manière, on vous fait une clé de bras dans le dos, et vous devez vous vacciner. La position de Réinfo Covid est claire là-dessus. On est pour la liberté vaccinale, peu importe que vous vaccinez ou vous vacciniez pas. On a chacun son avis sur la question. Réinfo Covid informe depuis un an maintenant sur la question. Je crois que tout a été dit, tout a été montré. Vincent Reliquet l'a remontré encore. Les effets secondaires s'accumulent. Les registres de pharmacovigilance qui sont pourtant extrêmement parcellaires en France comme dans d'autres pays, montrent qu'on est au-delà de tous les signaux habituels pour retirer un médicament du marché. Donc bah voilà, ceux qui veulent y aller, ils y vont. Il aurait fallu qu'ils aient un consentement libre et éclairé, basé sur une information claire, loyale et appropriée, elle-même basée sur une science impeccable. La science n'est pas impeccable, l'information n'est ni claire, ni loyale, ni appropriée, le consentement n'est pas libre puisqu'on met une clé de bras dans le dos aux gens sur leur emploi, sur leur liberté, et sûrement pas éclairé pour tout ce que j'ai dit avant. Donc je crois qu'on est vraiment dans des conditions complètement délirantes. Et une partie de la résistance, c'est d'admettre que le délire ne doit pas être compris, qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationalité qui serait sous-jacente. Et il n'y a pas de retour à la rationalité autrement que par un choc extrêmement brutal avec le réel. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place et laisser se mettre en place, puisque de toute manière, vous pouvez considérer que le pass sanitaire est un formidable accélérateur de projet pour une société alternative. Fabrice Divisio en a parlé et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a soulevé. L'idée de la résistance, c'est bâtir une bulle de cohérence au milieu d'un tissu d'incohérence qui est en train de s'effondrer, de s'effilocher de tous les côtés. Et donc je crois qu'il est temps de faire bloc, de se regrouper les uns avec les autres. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés manifester, et Dieu sait que je suis critique sur les manifestations, mais qui sont allés manifester et qui ont trouvé là à se rassurer d'une certaine manière et à trouver des gens avec qui se mettre en lien. Bah, ces liens, il ne faut pas qu'ils soient vains, parce que la manifestation pour la manifestation, finalement, ce qui est prévu par le pouvoir. Vous avez quelqu'un qui parle le 12 juillet et qui fait des annonces qui sont extrêmement choquantes, qui sont basées sur l'intimidation et le chantage. Euh, Moi, j'ai appris dans mon enfance qu'il fallait jamais céder à l'intimidation et au chantage. Mais pour autant, elles vont aussi générer des réactions extrêmement épidermiques et faire descendre des gens dans la rue. Or, c'est attendu. C'est attendu puisque la rue est un espace d'extrême sécurité pour le pouvoir, d'extrême possibilité de scénarisation médiatique. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a toutes les chances que dans les 3 à 4 semaines qui viennent, vous ayez des black blocs qui débarquent, que les manifestations deviennent effectivement extrêmement violentes, que le pays soit à feu et à sang. Ceci nourrissant tous les opportunismes politiciens et permettant en plus de désigner ces opportunismes politiciens comme extrêmes, et donc créant l'ennemi, le niafron sur lequel Guignol va taper au moment des élections présidentielles pour se faire réélire et réélire le candidat de l'oligarchie plutocratique. Et donc, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. D'autant plus que dans la poussière qui sera soulevée par l'ensemble de ces manifestations, vous sera fourgué sous le tapis les retraites à BlackRock. Vous savez que c'est un des enjeux. Emmanuel Macron a toujours dit tout ce qu'il allait faire.
C'est un des principes de sa narration, c'est toujours dire de manière extrêmement claire ce qu'il allait faire. Et il vous l'a dit, il va donner vos retraites à BlackRock, il va finir la réforme des retraites. Et je crois que c'est un des enjeux majeurs et un peu sous-estimé dans cette histoire. On reste concentré sur le pass sanitaire, la perte des libertés, etc., ou la vaccination obligatoire. Mais je crois qu'il y a un démantèlement continu finalement de la chose publique et de notre pays qui est en cours et qui est extrêmement choquant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Souvent les gens disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On est réduit à Mhm. l'impuissance systématique. Bah, je crois que la première chose c'est de vous mettre en lien, d'accepter l'idée que manifester n'a aucun intérêt, hormis de vous retrouver et de pouvoir commencer à travailler ensemble. Donc, et que c'est un intérêt non négligeable, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent très très seuls. Donc Tout à allez-y, fait. tranquillement, 3-4 fois, puis une fois que vous vous êtes donné confiance, que vous êtes retrouvés, commencez à travailler. À travailler à ce que j'appellerais la protension collective positive, c'est-à-dire l'intention positive que vous avez pour le réel. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut nourrir un idéal de société alternative qui nous permettra de reconstruire ce pays ensuite. Parce que si on ne le fait pas, ce pays sera détruit et ensuite reconstruit par les routes de la soie chinoises, le tout dans un totalitarisme technosanitaire, sera finalement complètement invivable. Donc, si on reste sur l'idée que le totalitarisme n'a qu'un temps, que les déferlements totalitaires sont voués à s'effondrer sur eux-mêmes au bout d'un certain temps, bah pendant ce temps, il faut préparer l'après. Et c'est ça qui permet de tenir à la résistance. C'est ça qui vous permet de tenir, par exemple, quand vous êtes en OPEX pour les militaires qui partent en opération extérieure, bah on sait que ceux qui ne font pas l'état de stress post-traumatique, c'est ceux qui ont écrit une lettre à leur famille s'il leur arrivait malheur. C'est ceux qui ont déjà imaginé ce qu'ils allaient faire ensuite quand ils rentreraient. Tous ceux qui sont pris dans un déferlement de violence complètement fou, finalement perdent la raison si jamais ils ne s'accrochent pas à quelque chose d'autre. Donc je crois qu'il faut s'accrocher à la société dont on a envie et qu'elle existe déjà en partie. La société dont on a envie, c'est probablement d'avoir des circuits courts en agroalimentaire, en bio, local, de saison, en biodynamie ou en permaculture. C'est d'avoir un état de droit qui est correct, c'est de prendre soin des personnes âgées, de prendre soin des plus jeunes, c'est d'avoir une école qui fonctionne bien et qui rend nos enfants libres et heureux et qui leur permet d'avoir un esprit critique sur le pouvoir et pas d'en faire des rouages d'une économie mondialisée. C'est le fait d'avoir un système sanitaire qui fonctionne bien et qui fait de la prévention, qui utilise l'ensemble des savoirs de notre médecine allopathique triomphante, mais aussi l'ensemble des savoirs traditionnels rassemblés dans les médecines alternatives, et qui les met en lien et qui évite d'avoir du tout et n'importe quoi. C'est aussi d'avoir un système monétaire et économique sur lequel on a la main et sur lequel on a une prise. Donc voilà quelques pistes de réflexion que vous pouvez faire. C'est que si vous vous réunissez au niveau local, au niveau départemental, au niveau municipal, et que vous commencez à travailler sur la démocratie, sur la monnaie, sur le système scolaire, sur le système de soins, en fait, vous allez inventer des solutions complètement inattendues et qui vous permettront de tenir et qui seront les ferments du monde de demain qui est souhaitable. Donc voilà ce que je peux en dire là tout de suite. Je sais pas si. Un auditeur médecin qui dit son désaccord par rapport au docteur Fouché. D'après lui, eh bien, il y a un véritable projet tout à fait monstrueux qui est à l'œuvre et qu'il est dangereux, d'après lui, de proposer une solution qu'il juge, alors docteur Fouché, vous allez pouvoir réagir par rapport à ça, il trouve empreinte de passivité. C'est un sujet qui revient souvent et sur lequel j'aimerais vous entendre, docteur Fouché, pour clarifier les choses justement sur ce point. Ouais, merci Nicolas, c'est un sujet très important effectivement, parce que Rinfo Covid avait vocation à transformer la colère en courage et la Ouais. peur en prudence. Nous sommes à un moment de déferlement paranoïaque totalitaire où la parole publique et la parole privée doivent être bien différenciées. Ce que ne comprennent pas beaucoup d'alerteurs, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes qui parlent dans les médias. C'est-à-dire que la parole doit devenir prudente pour pouvoir survivre. Simplement survivre. Nous sommes en phase de résistance. Et la résistance, ça n'est pas de courir au milieu en sortant de la tranchée, d'aller faire des rodomontades et de se faire abattre bêtement. Non, bien au contraire, c'est d'être intelligent, tactique et stratégique. Et de savoir utiliser la parole publique comme un élément stratégique. Donc là, j'invite cet auditeur à comprendre, entre les lignes, la différence qu'il y a entre une expression publique sur un canal radiophonique ou télévisé ou youtubeur ou je sais pas quoi, avec la réalité de ce qui se fait. Et donc je vais vous raconter une histoire qui se passe dans un pays qui ressemble beaucoup à la France et que j'aime beaucoup, et où de nombreux groupes de résistance se sont groupés. Et ont arrêté de parler, arrêté de faire des rodomontades et agi.
Donc j'invite à l'action en s'inspirant de ce pays merveilleux. L'action Mhm. de ce pays merveilleux, c'est que des jeunes sont montés sur les toits, ont commencé à couper les câbles de télévision et de Freebox ou de tout ce que vous voulez pour libérer de l'emprise néfaste des médias le cerveau des pauvres, de nos pauvres concitoyens soumis à une hypnose de sophiste permanente. Et que donc ils ont commencé à le faire, mais ils n'ont pas eu besoin d'en parler à tout le monde. Que dans ce même pays, il y a des activistes qui ont commencé à mettre simplement des gants chirurgicaux sur des caméras de télésurveillance pour ensuite se donner 2 à 3 jours pour pouvoir travailler sur le mobilier urbain, le dézinguer à la meuleuse et puis ensuite mettre ce qu'il y avait à mettre de réinformation publique sur les abribus et autres lieux. Et que ça, c'est de l'action dont il n'y a pas besoin de parler. Donc voilà. Ensuite, dans la non-violence, il y a l'idée de l'action directe. La deuxième jambe de la non-violence, c'est l'action directe. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vous opposer au pouvoir ou est-ce que vous sentez que ça me met en émotion de parler de tout ça? Mais Tout est-ce à que vous fait. voulez vous opposer à des gens qui sont devenus fous, que vous ne pourrez pas raisonner et dont il va falloir qu'ils boivent jusqu'à la lie leur folie et une fois qu'ils seront repus de sang au milieu de leur festin et de leur orgie ténébreuse, enfin pourront être abattus? Je crois qu'il vaut mieux rester comme ça et agir sur l'action directe. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons que les gens soient soignés et soient soignés correctement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que des réseaux de soignants se mettent en place en utilisant plein de réseaux qui existent déjà dans ce pays merveilleux dont je vous parlais, où il y a un médecin, des infirmiers coordinateurs autour, des citoyens qui aident à faire le secrétariat, un site internet sur lequel on peut retrouver où se faire soigner correctement, où les soignants qui veulent participer peuvent participer, où tout un groupe de réflexion fournit des fiches patients pour les informer sur comment prendre la saturation, comment faire du décubitus ventral, comment se nourrir correctement, comment s'isoler correctement, comment avoir des conditions, enfin voilà, comment faire pour passer l'épidémie, où des ordonnances sont déjà réalisées, prêtes pour les médecins, pour qu'ils aient plus qu'à les prescrire pour de bon, avec des schémas thérapeutiques, et ce qu'on appelle des parcours patients. Donc tout ça est à l'œuvre, extrêmement actif, et se met en place progressivement. Dans ces mêmes pays, des groupes s'installent pour protéger les gens et mettre en route des actions judiciaires, et arrêter de parler, mais tenir l'état de droit. Et pour ça, il faut juste arrêter de parler, il faut le faire. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans une attente messianique, absolument passive, et qui vont Absolument, suivre celui qui fait le plus de rodomontades en public, absolument, en ayant le plus de gros mots dans le public. Je crois que c'est une illusion, il n'y aura pas de Messie, le Messie est déjà venu, absolument. et il est temps de se prendre en main. Si vous voulez tenir l'état de droit, tenez-le. Si vous voulez tenir une école, faites des écoles. Si vous voulez qu'il y ait des Absolument. restaurants, comme l'a dit Fabrice, faites des restaurants chez vous intelligemment avec la bonne jauge, faites des cinémas à la bonne jauge, contournez la loi, il y a de très nombreux contournements possibles. Donc si les gens, comme ce médecin qui répond, pouvaient arrêter de s'indigner à bon compte, mais commencer à agir, je crois que ce serait très utile, et nous ne sommes plus au temps d'une parole publique libre, nous sommes au temps d'une parole publique stratégique et d'une invitation à l'action pour tout le monde.